grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première et nouvelle édition 2025 des Murmures du Lac Immobilier Histoire, en direct depuis les studios de Radio Grand Lac à Aix-les-Bains, bien sûr, sur le 92.1 FM. Aujourd'hui, c'est ma rentrée, donc c'est mon tour et c'est avec plaisir que je vous adresse mes vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses sur notre joli territoire, ça se passera bien comme d'habitude. On a de la chance dans notre région, donc on va en profiter encore une fois. La neige a priori est au rendez-vous cette année, le beau temps arrive, donc allez, on a pas de quoi se plaindre, on a le sourire sur les lèvres pour démarrer cette année. J'ai la chance également aujourd'hui d'avoir avec moi Yann. Bonjour Yann. Ouais, bonjour à tous. Bonne année aussi. Bonne année à toi aussi, plein de bonnes choses pour professionnellement et personnellement bien sûr. Yann était venu nous voir il y a, on se posait la question peut-être 2 ans, 3 ans, donc ça faisait un petit bail, on s'est dit qu'on allait faire nos devoirs et attaquer la rentrée du bon pied avec un expert diagnostiqueur qui va tout nous raconter sur les diagnostics immobiliers et notamment sur le grand chouchou du gouvernement actuel, le fameux DPE, et on verra un petit peu toute la nouvelle législation qu'il y a autour de ce diagnostic. Mais avant tout, voilà, on va prendre un petit temps pour présenter à nouveau Yann et son entreprise. Et en avant-propos, voilà, encore une bonne année à tous et on vous souhaite vraiment le meilleur professionnellement et personnellement à tout le monde. Alors, on va attaquer un petit peu avec aujourd'hui Yann. Donc Yann Ducruet, société EI2A, si je dis pas de bêtises. J'ai jamais demandé d'ailleurs qu'est-ce que ça voulait dire ces lettres et ces chiffres. Alors je sais pas si je te pose la question, j'attends encore un peu pour te la poser, mais on y viendra. Un petit mot sur ton parcours. Alors je me doutais un petit peu que tu venais du monde de BTP et c'est ce que tu nous as confirmé, parce que c'est toujours intéressant de voir comment on devient ce qu'on est au niveau professionnel et comment on peut arriver à ce parcours de vie et comment on arrive à devenir expert diagnostiqueur à son compte. Donc raconte-nous un petit peu justement comment tout ça a commencé dans un premier temps. Ouais, alors moi j'ai attaqué sur les chantiers depuis que je suis petit, depuis que j'étais à l'école. J'ai bossé en maçonnerie pendant les vacances scolaires et puis après naturellement j'ai continué l'école dans le BTP. Du coup j'ai fait un bac plus 3 et je me suis retrouvé conducteur de travaux sur des chantiers de grosses œuvres pour commencer. Et puis de tout corps d'état, donc en faisant des logements, des bâtiments pour des logements, en conduite de travaux, donc en suivi de travaux, en gestion de personnel, de chantier, le financier du chantier. Ce que je trouve intéressant pour justement sur ta profession actuelle, c'est que on peut pas trop te chanter la messe, quoi. Ça veut dire que t'as quand même une vision, je dirais technique des travaux. Le vocabulaire te parle. T'es dans un milieu quand même que tu maîtrises bien. Tout à fait. Je faisais du neuf. C'est un petit peu la différence avec aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand j'ai des clients en face qui me demandent qu'est-ce qui serait bien pour leur logement, je sais à peu près quoi leur répondre, quoi. C'est pas une découverte pour moi. Bon, c'est une bonne chose. Alors, quel est le parcours après au niveau justement des obligations, des certifications? Est-ce que c'est assez long? Est-ce que c'est assez simple? Combien de temps ça dure pour si quelqu'un nous écoute et se dit tiens, c'est un milieu qui m'intéresse, ou moi aussi je suis dans le BTP et puis j'ai envie de changer, j'ai envie de me reconvertir. Est-ce que c'est un parcours simple, compliqué, et combien de temps ça dure? Alors il y a pas de parcours simple ou compliqué, ça dépend de chacun, ça dépend de ce qu'on a fait avant, ce qu'on connaît déjà même personnellement. Donc c'est accessible, il y a pas de souci pour ça. Après il faut quand même se former dans tous les cas. Il faut suivre une formation qui est validée par des certifications. Donc là, on va en parler, mais sur chaque domaine d'application, il y a des certifications, des formations et des certifications pour chaque domaine, et qui sont à renouveler tous les 7 ans. Sur chaque domaine, donc tous les 7 ans, faut se reformer, faut relancer la machine pour être toujours certifié et faire du travail de qualité.
Quand tu parles de chaque domaine, on traduit par chaque diagnostic. Chaque diagnostic, voilà. Si alors on peut justement, voilà. on voulait vous représenter un petit peu de manière succincte tous ces diagnostics. Donc par exemple alors le plus connu du moment, voilà, le DPE, diagnostic de performance énergétique, mais c'est un parmi une belle série. Ouais, exactement. C'est un peu le terme qu'on utilise, DPE, pour dire qu'on va faire les diagnostics. Ah, c'est vraiment exactement. C'est maintenant les clients nous font rire. Ouais. Tiens, est-ce que vous avez le DPE? Ouais, on leur donne. Ah, mais il y a pas la surface. Ah, vous parlez de la loi Carrez. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu. Tiens, est-ce que vous avez fait le DPE? Alors c'est vrai que est-ce que vous avez fait les diagnostics? Et effectivement, le DPE c'est un de ces diagnostics, effectivement. Donc le DPE, c'est vraiment les lettres qu'on voit à l'agence RDIMO, là, devant la vitrine. C'est celles qu'on voit le plus, enfin, les lettres qui nous interpellent le plus, qui mettent en valeur, voilà. Tout à fait, de toute façon, l'affichage est obligatoire. Et qui met en valeur le logement. Enfin, aujourd'hui, on voit que le gouvernement n'arrête pas de nous solliciter là-dessus, et on le ressent. Donc les gens, voilà, ils ont cette référence en tête, et pour eux tous les diagnostics c'est le DPE. Ça l'a emporté. Voilà. C'est marrant, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais ça fait partie d'un lot de diagnostics à fournir pour les ventes et les locations de biens immobiliers. Voilà, ça je trouve que c'est bien de le préciser d'entrée de jeu, c'est que on l'a tous un petit peu à l'esprit pour vendre, mais également pour louer. On a aussi tout un tas d'obligations. Alors c'est un poil plus souple, mais malgré tout, il y a quand même également à peu près les mêmes documents à fournir. Alors on peut les lister un petit peu dans un ordre aléatoire. On a le fameux diagnostic amiante qu'on a encore, qui, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui concerne les habitations individuelles, donc les maisons et aussi appartements, datant d'avant 1997. Donc ça, c'est vraiment pour tous les biens immobiliers qui ont maintenant une petite trentaine d'années. Donc voilà, si votre maison est de 2002, quand tu te présentes, j'imagine, tu poses la question tout de suite, ou tu valides la date de construction, et tout ce qui est après 97, tu te dis, ok, déjà vous n'avez pas ce diagnostic à fournir. Exactement. Plus le logement est récent, moins il y a de diagnostics à faire. Plus il est vieux, plus il faut regarder dans le détail. Et puis ce que je trouve, alors marrant, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je le constate, c'est je trouve qu'avant ça faisait moins peur. Et maintenant j'ai l'impression que l'amiante refait un petit peu peur. Alors est-ce que c'est parce que on a une génération qui est passée et que justement depuis 97 c'est vraiment un terme qu'on n'a plus finalement au quotidien. Peut-être qu'à l'époque nos anciens, nos parents, c'était un mot quand même qui était plus présent dans la société, donc peut-être plus accepté moralement, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, quand il y a une toiture amiantée, bon, à l'époque, ça gênait pas trop plus que ça. Je dis pas que c'était une bonne chose, mais en tout cas, c'était pas non plus un frein. Et aujourd'hui, on sent qu'effectivement, quand vous annoncez que vous avez de l'amiante, voilà, c'est plutôt une mauvaise nouvelle alors dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle, mais j'ai l'impression qu'elle est perçue plus négativement. Est-ce que toi, sur le terrain, ça vient peut-être du fait que les toitures, par exemple, en amiante, comme tu disais, elles commencent à prendre de l'âge. Et une toiture, c'est comme le reste, c'est comme une voiture, c'est comme un vélo, ça s'use, et de temps en temps faut le changer, apporter des nouveautés, enfin des réparations, voilà. Alors peut-être que ça vient de ça. J'aurais pas d'explication précise à te donner là-dessus, mais peut-être que il y a un biais en fait aussi, surtout. C'est clair. C'est à peu près, nous on voit 25-30% de coûts supplémentaires, voilà, pour le traitement de l'amiante. Alors justement, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que la proportion est-ce qu'il y a des stades de dégradation d'amiante? Moi, de mon expérience, j'en ai vu de temps en temps, mais c'est assez rare, des stades avancés, stade 3. La plupart du temps, c'est 1. Est-ce que toi, tu vois fréquemment des grosses problématiques sur ce sujet ou pas spécialement? Alors, en fait, l'amiante c'est classé en trois sous-catégories. La plus dangereuse, moi j'en vois peu dans les maisons, c'est du flocage, c'est tout ce qui peut se désagréger facilement, qui pourrait être respiré finalement. C'est ça, voilà, exactement. L'enjeu finalement. Voilà, exactement. Et ça, on n'en veut plus. Enfin, quand je dis on n'en veut plus, c'est la France en général. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà, on n'aime pas trop être malade, donc on n'en veut plus, et il y a rarement des flocages encore amiantés. Alors après, on peut peut-être en trouver encore dans les vieux bâtiments qui ont pas servi, qui sont restés sans que le propriétaire fasse rien du tout. Mais voilà, on est sur des produits qui arrivent à être rares aujourd'hui.
Alors j'ai pas du tout la réponse et je sais pas si tu l'as, mais justement un peu pour faire un parallèle à l'actualité, on a assisté là depuis quelques mois, un mois ou deux à la restructuration des anciens termes, et la partie 1 c'était le désamiantage. Bon, j'imagine que le désamiantage de l'amiante qui était présent dans les termes Dex devait pas être dans cette catégorie-là, mais en tout cas, voilà, ils ont commencé le chantier par désamianter effectivement cet ouvrage. C'est les premiers à aller sur les bâtiments, les désamianteurs, enfin déjà les diagnostiqueurs, pour aller voir s'il y a de l'amiante ou pas. Et quand elle est découverte, il y a un désamiantage avant la démolition. C'est ce qui s'est passé effectivement sur le chantier. Voilà. On enchaîne avec un peu les mêmes, pas le même matériel, mais un peu dans la même lignée, le plomb. Donc le plomb, effectivement, c'est quelque chose qu'on apprécie pas trop aussi. Ça, c'est un diagnostic qui est concerné pour les biens qui datent d'avant 1948. On considère qu'après, voilà, on n'utilisait plus les peintures à plomb. Généralement, tu m'arrêtes encore une fois si je me trompe, mais c'est plutôt dans les peintures, les garde-corps extérieurs, les balcons, les fenêtres, les embrasures de portes, ce genre un peu d'éléments où à l'époque, ils peignaient ça avec une peinture, un revêtement au plomb. Exactement, pour limiter l'infiltration de l'humidité. Ah, c'était un bon, très bon produit, ouais. Okay. Très bon produit, mais qui est pas bon pour la santé, mais voilà, qui bloquait l'humidité pour bon étancheur, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup sur les volets, sur les garde-corps, sur les fenêtres, sur les plaintes en fait qui sont en soubassement. Donc voilà, l'humidité tout ce qui pouvait être en rapport avec l'eau, finalement. Ouais, exactement. Là, en contact avec l'eau. Ouais, en fait, ils traitaient la ferraille, le bois pour qu'il évite de pourrir. On a les termites. Alors ça, on peut passer brièvement parce que notre préfet a décidé que sur le département, voilà, il n'y avait pas de termites en Savoie. Bon, a priori, on n'a pas été trop non plus à le contredire. On n'en voit pas spécialement. Souvent quand il y a des problèmes dans le bois, c'est pas des termites chez nous. Ouais, c'est peut-être autre chose. Mais alors en Isère, on est concerné, on a nos bureaux aussi là-bas. C'est un diagnostic qu'on a sur quasiment sur tous les dossiers aussi. Alors ce qui est marrant, je l'ai appris il y a pas longtemps. Enfin, on me l'a rappelé il y a pas longtemps, même sur des produits neufs. Et ça, j'avais trouvé ça vachement marrant d'aller faire un termite sur un garage béton qui a été livré il y a 6 mois. Mais bon, en tout cas, c'est la procédure. On a alors tout ce qui concerne notre sécurité, je dirais, avec l'électricité et le gaz. Alors ça, on est plutôt content de savoir que tu viens nous dire si on risque de mourir ou pas sur soit un court-circuitage. Alors une fuite. Bon, je pense que le gaz, là pour le coup, généralement, j'imagine que tu constates peut-être des anomalies légères, mais qu'il y a rarement des anomalies majeures. Sinon, bon, de toute façon, ça se saurait assez vite. J'imagine. S'il y a une anomalie majeure, on est obligé de couper. Donc, ça t'est déjà arrivé ? Ça m'est arrivé. Moi, une fois vraiment d'appeler et de poser un DGI, ça s'appelle. Donc on bloque. Vaut mieux, non ? Ouais, mais parce que là il y avait des gros soucis, il y avait de la fuite, il y avait des gros problèmes. Et du coup, ça enclenche des travaux tout de suite, hein, ça. Ah oui, voilà. Parce que les gens derrière, il y a souvent, il y a pas qu'une gazinière derrière, il y a souvent une chaudière, une chaudière gaz. L'eau chaude. Et c'est souvent l'hiver, comme par hasard, quand on a ces problèmes-là. Bien sûr, quand ça tire dessus. Voilà. Et voilà. Donc oui, ça m'est arrivé de poser un DGI. On a notre fameuse loi Carrez, donc ça c'est l'attestation de superficie. C'est vrai qu'en France on aime bien. C'est une loi parisienne à l'origine. Je sais pas si t'avais l'information, parce qu'à Paris, c'est vrai qu'à chaque mètre carré est précieux, et ils se battaient à l'époque pour non, il fait 71, non, il fait 65. Donc là, ils ont posé cette règle. Ouais. Mais sachez que c'est quelqu'un qui a eu son fils qui s'est fait arnaquer sur une surface et qui est Monsieur Carrez, enfin un ministre qui devait s'appeler comme ça, je crois. Et il y a le même, je crois que c'est Madame Boutin qui est arrivée pour la location. Voilà. Nos chers ministres, voilà. On se demande où passer l'argent. Non, c'est une blague. Ne me contrôlez pas. Après, on a en tout cas la superficie, bien sûr, que c'est un sujet. Alors, malgré tout, moi, ce que je dis souvent, c'est on n'achète pas une surface. On achète une surface, oui, mais vous achetez un lieu de vie, vous achetez un appartement, que l'appartement fasse 56 ou 58, quelque part, ça va pas changer votre ressenti et le plaisir ou pas que vous aurez à y vivre. Et c'est, je dirais, un peu un faux ami. Mais c'est vrai qu'à Paris, ça avait pris tellement une proportion délirante et comme ça se négocie au mètre carré, et quand vous arrivez à 10 000, 15 000, 20 000 le mètre carré, bon, on comprend quand il y a un sujet de 3 mètres carrés, que ça prenne le pas un petit peu sur le bon sens certaines fois. Mais pas plus loin que les Suisses, par exemple, quand vous leur parlez de loi Carrez, ils sont complètement étonnés de ça. Ils se disent, nous, on n'est pas trop stressés par ça. Eux, ils mesurent même à l'extérieur des murs. Donc ça m'avait toujours aussi fait sourire, où nous, on est au minimum, alors que, oui, ça fait 100. Attendez, ça fait 100, mais à l'intérieur, ça fait que 90. Ah ouais, vous me comptez pas mes murs. Ah ouais, ok, d'accord.
Et comme quoi c'est quand même marrant d'un pays à l'autre aussi de voir un peu les usages. Et puis on a un diagnostic également, alors celui qui est intéressant, ce qu'on appelle l'ERP, l'été des risques et pollution. Ça c'est voilà, on analyse un petit peu la dangerosité de la région. Et ce qu'on en retient généralement chez nous, c'est qu'on on est sur l'arc alpin, donc on est sur une zone sismique assez importante et que effectivement un jour ou l'autre ça bougera certainement. Donc ça c'est pour les diagnostics obligatoires pour la location comme pour la transaction. Chaque diagnostic a une durée de validité qui lui est propre et qui est en fonction, bien sûr, mon plomb, on en parlait, 3 ans, le plomb 1 an, etc., etc. C'est pas vita aeternam, il y a des choses qui peuvent évoluer. Votre installation électrique, elle est peut-être conforme aujourd'hui, mais voilà, dans 10 ans, dans 12 ans, elle le sera certainement plus. Donc c'est des choses qui sont à faire fréquemment. Pas tous les jours, bien sûr, mais à plusieurs fois dans la durée de possession d'un bien immobilier. On peut balayer vite d'autres diagnostics. Il y a le diagnostic assainissement, il y a le diagnostic bruit, le diagnostic radon, le diagnostic piscine. Mais tout cela sont des diagnostics informatifs. Donc vous pouvez éventuellement les demander pour votre propre information, mais votre vendeur ou votre bailleur, n'est pas d'obligation de les faire. Ça nous donne quand même une bonne vision de tout ça. Donc on le répétera jamais assez, un dossier assez lourd à préparer. Avec la participation de diagnostiqueurs tels que toi ou qu'on appelle en amont de nos dossiers de vente ou de location. On t'appelle, tiens Yann, on va avoir un appartement à vente, viens nous faire tous ces diagnostics. Et nous, ça nous aide à parfaire la connaissance de notre bien. J'irai même plus loin. Moi, je suis plutôt pour dans l'équipe qui voudrait que ces diagnostics soient faits avant l'évaluation d'un bien immobilier, parce que surtout sur le DPE, on va y revenir surtout dans la deuxième partie de notre émission. Mais finalement, alors nous, on arrive à peu près à juger. On va dire tiens, on va être en D, on va être en E. Mais bon, on n'est pas expert, on n'a pas ton regard et on n'a pas ton expertise là-dessus. Et c'est vrai que des fois, le propriétaire, on a envie de lui dire, vous savez, aujourd'hui, c'est tellement important ces sujets-là qu'on vous dit ok 250 000 €, mais si vos rapports sont bons, peut-être qu'on peut en espérer un poil plus, mais par contre, s'ils sont très mauvais, on a des yeux, on va le voir, mais des fois, ça joue à pas grand-chose et le prix pourrait avoir une conséquence. Et c'est vrai que, quelque part, encore une fois, je trouve que ça serait, si vous voulez avoir une bonne estimation de votre appartement en 2025, dites-vous que produire ces diagnostics, c'est pas une perte d'argent ou de temps, parce que de toute façon, vous devrez les fournir pour vendre ou pour louer. Et l'agent immobilier qui se rendra chez vous pour évaluer ce bien, ça peut quand même l'aider à vous donner un prix plus fiable. Parce que ça peut être aussi ça, la surprise, en disant, attendez, on vous avait dit ça, mais vous voyez, l'expert, il est venu, puis bon, l'histoire qu'il nous raconte, elle est pas jolie. Donc, votre prix, on peut un peu l'oublier. En tout cas, moi, c'est la réflexion que je me fais depuis 2-3 ans. Ouais. Et puis, moi, je vais juste ajouter un petit truc, c'est que l'acheteur, il peut être là aussi. Et s'il a pas les documents, s'il a envie d'acheter, il va peut-être acheter autre chose. Ah clairement. Et alors que si les papiers sont là, allez, on prend rendez-vous chez le notaire et on en planche. De toute façon, nous, je veux dire, on est tellement à cheval là-dessus. Et puis, de toute façon, c'est le monde d'aujourd'hui ne laisse plus passer aucune. Il y a eu quelques années un petit plan de flottement où pas mal d'agences, des fois on acceptait de publier sans ci, sans ça. Aujourd'hui, c'est quasiment fini. Enfin, en tout cas chez nous, c'est rédhibitoire. On le dit à nos propriétaires, nous on pourra malheureusement pas travailler ensemble si vous montrez pas patte blanche et que vous fournissez pas tous les documents. C'est rentré dans les mœurs quand même malgré tout depuis en force. Hein. Ça n'a pas été simple non plus, mais voilà, c'est plutôt bien exécuté de la part de tout le monde maintenant. Écoutez, on a bien compris l'enjeu des diagnostics. On va faire une petite coupure musicale et puis on se retrouve pour cette deuxième partie. On va dédier cette deuxième partie spécialement au DPE, les nouveautés 2025, les nouvelles législations et les petits conseils de Yann pour pouvoir avoir une bonne note et valoriser son bien immobilier. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour dans les studios de Radio Grand Lac, toujours en direct sur le 92.1 FM et toujours avec notre ami Yann Ducruet, expert diagnostiqueur sur le territoire d'Aix-les-Bains, Chambéry ou à la Savoie en général. On t'a même envoyé, je pense, un peu en Isère, en Haute-Savoie. Enfin, t'es assez mobile finalement sur toutes ces missions qu'on peut te confier. Merci pour ce rappel de cette première partie de l'émission. Donc, on a balayé un petit peu tous les diagnostics obligatoires en cas de location ou de vente. Et on arrive un petit peu à notre sujet principal pour cette émission et pour cette rentrée 2025. Le DPE et toute cette nouvelle législation qui gravite autour. Alors, c'est vrai que le DPE, diagnostic de performance énergétique, il a quand même chamboulé un petit peu le paysage immobilier sur cet aspect-là. Chamboulé, je pense que on n'a pas peur du mot parce que c'est vraiment quelque chose qui était
je dirais, on en souriait il y a encore peut-être 5 ans, 10 ans. Bon, on se disait, ouais, d'accord, des lettres, ok, des fenêtres, un système de chauffage. Enfin voilà, on était... je pense qu'on était assez à cheval sur les autres diagnostics qu'on a cités, l'amiante, est-ce que l'amiante, est-ce que l'électricité ça va, est-ce que le gaz ça va, la surface, on était vachement, moi je me rappelle mes premières années, c'était vraiment la surface qui était, fallait vraiment que ça fasse, je l'ai acheté 68, il faut qu'il fasse 68, c'était assez marrant. Puis aujourd'hui finalement ces autres diagnostics, je dis pas qu'ils ont pas d'importance, ils en ont toujours, mais alors le DPE là c'est le roi, on peut lui mettre là, c'est lui qui a gagné la fève tous les ans maintenant, c'est lui le plus scruté. Il a transformé le marché. Ah, il a transformé le marché. Et je pense que là, il va réellement le transformer. Ouais. Je pense qu'on nous a bien préparé. En tout cas, on peut plus ne nier ce problème-là et on peut plus faire l'étonner. On peut plus se dire, attendez, on vous a prévenu, on vous a rabâché ça. Effectivement, l'État nous lâche pas, mais le paquet, que ça soit en campagne publicitaire ou surtout pas en répression, mais je veux dire en contrainte. Et là, ça y est, on va dire que 2025, le calendrier est en route. Le calendrier est en route. Donc, de cette loi climat et résilience. Alors, justement, on va commencer un petit peu par ça. Pourquoi tu nous dis ça? Comment on en arrive là, du coup? Comment on en arrive là? Le calendrier est en route. 2025, le 1er janvier 2025, il y a une nouvelle date qui est tombée. Parce que le calendrier, faut se le rappeler aussi, mais il est déjà enclenché depuis le 1er janvier 2023, où pour la location, on a eu des contraintes supplémentaires. Donc on a eu des logements en G, donc la lettre qui est en rouge là au fond du graphique, qui sont sortis du marché, enfin où on demandait de faire des travaux avec des contraintes de plus pouvoir augmenter le loyer, enfin des choses comme ça. Mais donc là on était sur des notes qui étaient très basses. On était sur du G à 450 kW par mètre carré par an. Je sais pas si ça parle un peu à tout le monde, mais c'est une grosse consommation d'énergie pour chauffer le logement. Ça. On est sur des logements où la chaudière elle est très ancienne, du simple vitrage, pas d'isolant au sol, pas d'isolant sur les murs, pas d'isolant au toit. En gros, voilà. En gros, on est coûteux en dépenses d'énergie pour chauffer, et en plus ce chauffage-là, il y a une déperdition de dingue. En gros, vous chauffez, pas les fenêtres ouvertes, mais quasiment. Quoi. Ouais, c'est ça. Le chauffage a pas de rendement, et en plus, les fenêtres, comme tu dis, elles sont ouvertes, et donc tout ce qu'on produit, ça s'en va. Voilà. Donc là, on est un bon jet. Bon, alors ça c'était vraiment le mauvais élève. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a passé le deuxième stade. Ouais. Voilà. Puis je dirais que c'est le premier stade qui est vraiment qui enclenche une vraie interdiction, parce que comme tu le disais, de plus augmenter le prix de son loyer. Bon, on se dit à la limite, ok, c'est chiant, mais mon loyer tombe toujours. En tout cas, je pouvais mettre mon logement en location et je pouvais quand même encore jouir d'un loyer. Alors que là, le coup tombe. Ouais, là c'est fini. Donc là maintenant, interdit de mettre en location des biens qui sont en G. Donc là, on est passé au 420, en dessous de 420 kilowatts par mètre carré par an, on n'a plus le droit de louer. C'est interdit. Donc on précise, on n'a plus le droit de mettre en location. Voilà. On tient à rassurer certains peut-être locataires qui nous écoutent ou propriétaires bailleurs qui nous écoutent. Voilà, si vous avez un logement en G. Votre locataire peut encore bien sûr séjourner, mais le jour où il part, sur le principe, vous n'avez plus le droit de le relouer. Voilà. Donc dans l'intervalle, mettons si votre locataire part, je sais pas moi, dans 2 ans ou dans 2 jours, dans 6 mois, peu importe, à son départ, si vous souhaitez continuer de louer votre logement, votre investissement, ça peut être pour certains votre retraite, ou pour certains vous avez peut-être un prêt bancaire dessus, donc il y a quand même de l'enjeu. Dites-vous, on espère que vous avez anticipé. Si vous l'avez pas fait, réveillez-vous dès maintenant, parce que vraiment, là, ça va être compliqué. Les agences telles que nous, on pourra tout simplement plus vous répondre favorablement à ça. Donc, ça vous enlève quand même un canal de location majoritaire dans ce pays. Et puis même vous, voilà, si vous tentez de le louer par vos propres moyens, il y aura des contrôles, il y aura le gouvernement est vraiment assidu un petit peu là-dessus. Puis les locataires vont plus l'accepter, vont vouloir négocier. Enfin voilà, ça va être source de tout un tas de problèmes. On est tous un peu craintifs de ça, on va se le dire. On appréhende un petit peu ce moment. Pour vous donner un chiffre, alors j'ai pas les chiffres d'Aix-les-Bains. On a eu les chiffres communiqués par nos confrères parisiens. À Paris, c'est 50 000 logements qui ont disparu du jour au lendemain du marché. Donc c'est quand même pas une paille. Paris, ça reste une grande ville, bien sûr, mais 50 000 logements, ça parle à tout le monde. Sur Aix, ça sera peut-être quelques centaines. Malgré tout, c'est dans une situation où le logement est déjà tendu, on a déjà un manque, on a une capacité à loger qui est pas extrême.
Et Yann me montre là un petit article qu'il avait trouvé. Depuis 1er janvier 2025, 250 000 logements en copropriété. Donc là, on parle d'appartements qui vont sortir du parc locatif. 250 000. Pour vous donner une idée, la France, on doit produire entre 300 et 400 000 logements par an pour satisfaire les besoins. Bon, le neuf, on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est une chute drastique, donc on les livrera pas. Donc d'une part, on a du mal à livrer des logements neufs, et d'autre part, on a tout un tas de logements qui sortent du parc. Donc c'est vraiment un souci important. Donc point de départ de ce calendrier qui va faire un peu qui va faire du mal. La deuxième date, elle va quand même arriver assez rapidement. Rappelle-nous un petit peu les échéances prochaines. Du coup là, donc on est le 1er janvier 2025. Là, donc je vous ai dit à l'instant là que la lettre G donc était interdite à la location. La suite c'est le 1er janvier 2028. Donc dans 3 ans, on va sortir de la classe F. Donc interdit pour les F d'être loués. Mais ça reste encore qu'une étape parce que la suite arrive en E pour le 1er janvier 2034. Donc en 2034, à la location, il y aura que des logements qui auront la note maximum D. Ouais, et ça va être un vrai défi parce que bon, GF, qu'on se le dise, franchement, monsieur les propriétaires, si vous êtes en G, en fond de G, genre vraiment un très mauvais G, bon, on vous dit pas bravo parce que quelque part, c'est que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez vraiment rien fait. Donc à un moment donné, dites-vous que c'est plus possible, il faut agir. Changer vos fenêtres, changer votre chaudière, changer votre chauffe-eau. Enfin voilà, il y aura forcément un investissement à faire. C'est pas quelque part normal d'en être là. Vous pouvez avoir n'importe quel logement peut avoir une faiblesse, avoir un mauvais chauffe-eau peut-être, ou une mauvaise chaudière, ou un manque quelconque. Mais accumuler la totalité des points négatifs comme cela, c'est quand même un petit peu fort. Le F, finalement, c'est moins pire, mais ça reste quand même pas sur des logements qui sont pas très bonne qualité. Voilà. Quand même. Bah nous on le voit dès qu'on rentre, quand on va justement faire des estimations. Puis j'imagine toi quand tu découvres des logements, tu dis bon là ça pue le F ou le G. Ça c'est sûr. Ça se sent parce que ça se voit. Ça va être des grille-pains, ça va être des simples vitrages de l'époque, ça va être une vieille chaudière ou une vieille chaudière fuel. Enfin voilà, ça sent déjà une note mauvaise. Le E, je trouve que on commence à être dans une note à la fois intéressante et un peu frustrante parce que c'est pas si mauvais que ça. On est sur les logements qui sont de 1980 à peu près. Enfin voilà, donc avec une isolation qui est là, qui était présente, qui était là, mais voilà, on a de la résie électrique au sol, on a des chaudières fuel qui sont un petit peu dépassées. Du double vitrage, mais du double vitrage c'était les premiers, assez fin. Ouais. Exactement. Et du coup, on arrive à une note qui est en E, mais c'est le problème, c'est que ça représente de plus en plus de logements en fait. En G, on en avait, mais un nombre. Oui, ça commençait. Le parc se rénovait. Voilà, on pouvait gérer ce nombre. Là, on va rentrer dans des millions de logements. Voilà, dans des grosses fourchettes de logements, et vous pouvez être impacté, quoi. C'est ça, en fait. C'est le ventre mou, quoi. C'est exactement. Ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que la lettre E, je pense que là, par contre, provisionner un peu, peut-être essayer de le mettre de côté un petit peu, au fur et à mesure tous les mois, parce que là, ça va être, vous pouvez y aller step by step, c'est-à-dire, il y a peut-être 2-3 postes qui vont être concernés, mais c'est quand même pas pareil de dire à quelqu'un, ta chaudière, elle a 30 ans, faut la changer. Déjà, tu peux peut-être passer en D juste parce que tu as une chaudière plus performante, ou peut-être que ta chaudière est plutôt en bon état. Par contre, tes huisseries, t'as 2 baies vitrées, 3 fenêtres. Ok, il y en a peut-être pour 7 ou 8 000 euros, mais si tu changes justement toutes tes huisseries, tu vas également gagner une lettre. Donc finalement, un bon E, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si on change un poste clé de ce cahier des charges, on devrait passer une note, je dis pas les doigts dans le nez, mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Après, c'est possible. Tous les biens sont différents. C'est pas systématique. Voilà. Bien sûr. C'est déjà généralisé. Il faut pas se dire on est en E et je vais changer un truc et ça va être bon. Chaque maison est différente. On n'a pas les mêmes expositions. On n'a pas. Voilà. Enfin, chaque maison est différente. Donc chaque projet est différent aussi, et il y a une amélioration qui est possible et qui peut être différente sur chaque logement. Mais oui, on peut améliorer un petit peu et passer une note, en améliorant bien.
sur un projet. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un projet. C'est commencer par quelque chose et se dire, je vais pas changer au coup par coup comme ça en disant, j'ai trouvé un coup, je vais changer ma chaudière ou je vais changer mes fenêtres parce que j'ai trouvé des fenêtres là à pas cher. Il faut que ce soit sur un projet de longue haleine et donc un objectif. Voilà, un objectif. Voilà, c'est exactement ça. Et pour améliorer le bien. Est-ce que ça, on peut s'aider des audits? Alors, parce que justement, une des nouveautés au 1er janvier 2025, pour prévoir cette échéance 2034, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça, c'est quand même une nouveauté aussi qui fait un peu mal dans notre profession, en termes d'obligations. C'est, pour l'instant, vous avez notre DPE, et pour les très mauvais élèves G et F, on avait ce qu'on appelle un audit énergétique. Voilà, pour les ventes, il faut un audit en F et G. Maintenant, pour que les gens aient un projet, un plan de bataille, voilà, un projet dédié à leur maison, chiffré, pour améliorer leurs biens en particulier. Et cet audit maintenant va également être rendu obligatoire est rendu maintenant obligatoire à partir du 1er janvier de cette année pour les lettres en E. Et c'est vrai que celui-ci il fait quand même un peu mal. Voilà. On a nos premiers. Il fait mal. Je fais une petite parenthèse parce que vous doutez bien, là sur 2024, on avait un portefeuille de biens en vente et dans ce portefeuille de biens en vente, il y avait, comme on le disait, pas mal de biens en E. Donc on a sensibilisé nos propriétaires vendeurs, bien sûr avant la fin de l'année, depuis la rentrée, grossièrement depuis août-septembre, en leur disant attention, si on n'a pas vendu votre bien là cet automne ou début d'hiver, passé le 1er janvier, on va vous demander un autre diagnostic. Ah bon, comment voilà, enfin on connaît un peu dès qu'on commence à demander. Alors c'est pas des papiers, parce que c'est de l'argent. Et cet audit, malheureusement, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué à produire, il coûte relativement cher. Donc d'une part, vous allez dire à vos propriétaires, je vous annonce une mauvaise nouvelle, votre maison est mal notée, donc vous avez un audit obligatoire, et en plus cet audit obligatoire, il a un coût qui est pas négligeable. Donc c'est vrai que c'était un peu double peine. Et je dirais que le pire, c'est pour des gens qui sont déjà en process de vente. Et je dirais, si on dramatise un peu la situation, qui sont en situation d'échec. C'est que voilà, vous vendez votre bien depuis juillet, vous n'arrivez pas à le vendre, et en plus, nous, méchants agents immobiliers, on vient vous dire, on n'arrive pas à le vendre, madame, et en plus, il va falloir passer par cette étape d'audit. Donc c'est vrai qu'il y a des gants à prendre, il y a une approche à mener, éducatif, faut éduquer un peu les gens sur cet aspect-là. Mais effectivement, maintenant l'État a tranché et cet audit est rendu. Moi, je pensais qu'ils allaient le décaler d'un an ou deux, mais non, je pense parce qu'on pourrait se dire, comme tu le disais, 2034 pour le E, on avait quand même 9 ans devant nous pour y arriver, mais je pense qu'il semble qu'il y a besoin d'un coup de pied au derrière. Alors, il y a besoin de ça, il y a besoin de logement, il y a besoin de beaucoup de choses. Et voilà, on attend les décisions du gouvernement, mais ils changent un peu souvent et on est un peu à leur décision. On attend les décisions qu'ils vont prendre, mais on sait pas. donc pour l'instant, on est sur ce calendrier-là et on reste là-dessus. Ce qui reste quand même intéressant, c'est qu'on a des aides. Alors c'était un petit peu aussi la conclusion de l'émission, c'est de dire que il y a encore des alternatives. Les conseils finalement qu'on pourrait apporter, c'est du bon sens finalement. Comme tu le disais tout à l'heure en antenne, en préparant l'émission, le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est si vous êtes en G ou en F, et que vous n'avez pas les moyens de faire quoi que ce soit, c'est de vendre finalement. Il n'y a pas 50 alternatives. Parce que là on est trop bas et le montant des travaux va être trop important. Si déjà vous n'avez pas trop d'argent pour rénover, la seule solution c'est d'appeler Romain, je pense, et puis qui vous disent le montant ce que le bien vaut et faire une vente quoi. Après si vous avez de l'argent aussi en disponible, c'est de faire des travaux aussi, c'est possible. Il y a plein de choses qui sont possibles sur des logements pour améliorer les biens. Et après on peut aller chercher aussi des aides. Il y a des accompagnants. Il y a de plus en plus. Ouais, mon accompagnant rénove, des choses comme ça. Ma prime rénove, des PTZ, des aides locales. Enfin oui, il y a plein de choses pour améliorer les biens. Surtout quand on est en G et qu'on souhaite améliorer, plus il est mal classé, mieux on peut toucher des aides. C'est ça. En fait, l'État, quand vous cumulez, nous on a 2-3, vous pourrez nous contacter, on vous mettra en relation avec plaisir.
quand vous cumulez plusieurs postes, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes en D par exemple, bon, l'État fera pas grand-chose. Mais comme tu le dis, si vous êtes en G, que vos huisseries sont mauvaises, que vous n'avez pas d'isolation, que votre chaudière est vieille, etc., etc., quand vous cumulez en fait un petit peu toutes les lacunes, bah là l'État il comprend. Il se dit zut, bon, ça il y a une situation de faiblesse, il y a vraiment un gros billet à mettre, on va soulager. Et ça il y a encore pour le moment des aides qui sont vraiment importantes. Hein. Ça peut aller jusqu'à presque 100% de prise en charge. Des fois c'est un tiers, 50%, 60%. Ça dépend de vos revenus. Voilà, il y a pas mal de critères, vous vous en doutez. Mais les accompagnants, comme tu le disais, sont là. Donc c'est en tout cas la chose à faire, c'est d'agir d'une certaine manière. Si vous êtes dans cette situation-là, renseignez-vous, faites estimer votre bien, faites estimer les travaux. Peut-être que vous aurez une bonne surprise. On vous dira peut-être, écoutez, monsieur, vous voyez, pour votre appartement, vous investissez, je vous dis une bêtise, 15 000 euros, et voilà, vous allez repartir pour une dizaine d'années. Vous serez tranquille. Ça vous permet de garder votre bien, de conserver une rente également. Économiser un petit peu sur cette rente, et puis dans 10 ans, vous remettrez encore une petite couche, et peut-être que vous arriverez à quelque chose de positif. Donc c'est pas non plus tant des mauvaises nouvelles, mais l'idée de toute façon, c'est d'agir. Vendez, rénover, louer, ça c'est le cercle vertueux de l'immobilier. Hein. Avoir un bien qui sert à rien, ça ne sert à rien. Ça vous coûte de l'argent, du foncier, des charges. Donc prenez des décisions. C'est un peu le conseil qu'on peut vous donner. Yann peut vous faire bien sûr donc ces diagnostics. On a pas mal de gens. Moi j'ai été hier encore, j'ai entendu ça et ça m'a fait sourire. Une cliente qui me disait mon père voulait savoir quelle note il avait. Alors il a fait un DPE pour pas qu'il comptait vendre, hein, mais il voulait savoir. Au final, voilà ma maison. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je suis bien noté? Est-ce que je suis un bon élève? Et puis la dame me racontait qu'il a pris du plaisir à parler avec un expert tel que toi et voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, et puis voilà, ici, après, il fera ce qu'il a envie de faire, mais je trouve ça important, finalement, ouais, voilà, exactement, de se soucier du problème, finalement. Ouais, exactement. Comme ça, il a déjà une vision de quelque chose qu'il fera ou pas. Il y a pas de souci là-dessus. Mais comme ça, au moins, il sait déjà là où il habite. On en est là. Exactement. Et je pense que c'est un bon conseil. Exactement. C'est même si vous nous écoutez, chers auditeurs auditrices, vous dites tiens, moi je veux pas déménager, je déménagerai peut-être dans 10 ans. Peut-être que c'est le temps justement de faire un DPE. C'est quoi, entre 100 et 200 euros? Ouais, en fait, ça dépend de la surface, la grandeur du bien, et le prix est adapté en fonction. Si on a un studio, c'est pas le même prix d'une maison 200 mètres carrés. Bien sûr. Voilà. Mais ça reste une petite somme. Mais finalement, pour vous apporter des grandes réponses et peut-être un plan de bataille, comme on disait, de se dire, voyez, finalement, c'est pas si pire que ça, ou au contraire, vous devriez peut-être vous soucier de ce problème-là. En tout cas, ça dénote que ce départ de 2025 et l'immobilier fait encore bien l'actualité. Le marché plutôt positif, c'est bien reparti là depuis cette semaine, donc on est plutôt content sur ce début d'année pourvu que ça dure. On a quand même, encore une fois, on le dira jamais assez, la chance d'être dans une région qui est dynamique, attractive, qui plaît. Donc on reste positif et on regarde vers l'avant. Merci Yann pour ta venue en ce début d'année, plein de bonnes choses encore pour cette année 2025. Jean-Pierre qui nous a rejoint pour enchaîner. Écoute Jean-Pierre, merci de m'avoir encore reçu pour cette première et j'espère pas que dernière émission des Murmures du Lac pour 2025. Dans 15 jours, j'ai plus mon invité en tête, mais je suis sûr que ce sera une émission tout aussi intéressante. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours. Et puis ne quittez pas, on repart en musique pour 10-15 minutes et à 18h tout pile en direct, 9 de 1 Partez, votre émission de sport que vous connaissez bien sûr. Écoutez, on se revoit très vite. Merci.